Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce nouveau webinaire de My Happy Job. Je suis Fabienne Brocarel, la fondatrice de My Happy Job, un magazine en ligne dédié à la qualité de vie au travail et au bien-être au travail. Et aujourd'hui, j'ai à côté de moi Marjorie Lombard et Gaëlle Frison de la Motte pour nous parler des clés pour entreprendre. Donc l'idée, c'était d'aborder aujourd'hui les clés quand on se pose la question de l'entrepreneuriat ou quand on démarre, de partager à la fois des conseils, des bonnes pratiques, mais aussi et surtout l'expérience de nos deux invités, puisqu'elles sont toutes les deux entrepreneuses. Donc pour démarrer ce webinaire, et je vais vous expliquer un petit peu le format. Donc on va faire une demi-heure de table ronde, d'échange, et ensuite on laissera une vingtaine de minutes pour échanger avec les questions-réponses. Donc n'hésitez pas à participer par le chat. On partagera vos questions soit pendant les échanges, soit après. Et vous n'hésitez pas non plus à partager où vous en êtes, les interrogations que vous vous posez. Et puis après, du coup, partage de bonnes pratiques et d'expériences, bienvenue parce que c'est ce qui est très enrichissant. Bonjour Marjorie. Bonjour Fabienne, bonjour Gaëlle, bonjour à toutes et tous. Bonjour Gaëlle. Bonjour Fabienne, bonjour Marjorie et bonjour à tout le monde. Alors pour commencer, en fait, je vais vous laisser vous présenter chacune et que vous nous racontiez un petit peu comment, vous en êtes venues chacune à devenir entrepreneuse. Alors dans des domaines différents. Marjorie, vous êtes, coach et auteure. Gaëlle, vous êtes la fondatrice et la CEO d'une start-up qui s'appelle Olibi, qui est, spécialisée dans les cours de yoga, à la fois pour les particuliers, mais aussi pour, les entreprises, pour le bien-être au travail, et ce qui tient à cœur, à My Happy Job, donc je suis ravie. Et donc, pour démarrer, est-ce que chacune, vous pouvez nous expliquer un petit peu votre parcours et comment vous est venue peut-être l'idée, l'envie, déclic ou pas déclic pour entreprendre? Comment ça s'est passé? Qui veut se lancer? Marjorie, vas-y. Merci Gaëlle. Et je salue Lidwin qui est une des clientes que nous accompagnons en ce moment chez Décide-moi une Ah carrière. très bien, ravie. Donc moi j'ai créé ma société Décide-moi une carrière en 2013 suite à une reconversion professionnelle. J'avais eu une première vie salariée dans un tout autre domaine où je m'occupais des carrières de photographes. Mon travail était de leur trouver des contrats pour faire les images qu'on voit dans les magazines par exemple ou dans les publicités en ville. Et ce travail correspondait à mes compétences, mais pas du tout à quelque chose qui faisait sens pour moi. Donc j'ai eu une grosse remise en question personnelle et professionnelle l'année de mes 30 ans. J'ai pris le temps de me faire accompagner, de vraiment réfléchir à ce que j'avais envie de faire et surtout à retrouver à l'intérieur de moi des choses qui me plaisaient mais que je n'osais peut-être pas forcément assumer, comme l'intérêt pour accompagner les autres, pour la psychologie, voilà, des disciplines que je n'avais pas étudiées du tout. Et donc moi, j'ai fait une reconversion qu'on pourrait appeler de radicale puisque j'ai changé de métier et j'ai aussi changé de statut parce qu'en même temps que je me faisais accompagner, j'ai pris conscience que je ne voulais plus retourner au salariat. Mmh. J'ai donc fait une rupture conventionnelle avec mon employeur. Je suis partie en reprise d'études à l'université pendant 1 an pour me former à ce nouveau métier. Et ensuite, j'ai créé donc Dessine-moi une carrière en 2013 où nous accompagnons les carrières des femmes, soit des femmes qui veulent se reconvertir professionnellement pour trouver ce qui fait sens pour elles, mais aussi des entrepreneurs qui veulent développer une activité basée sur leur personnalité, qui fait sens et qui va aussi être rentable. Très bien. Et du coup, alors en plus de cet accompagnement, tu as écrit, je vais passer au tutoiement parce qu'on se connaît, toutes. Du coup, tu as écrit 2 livres, il y a «Dessine-moi une carrière», et du coup, le dernier qui est justement dédié à l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Oui, avec grand plaisir. Donc voilà ce bel ouvrage que nous avons travaillé en couleur avec la maison d'édition. C'est un livre qui s'appelle 180 degrés reconversion, réussir le virage de l'entrepreneuriat, qu'on a vraiment voulu comme un guide pour justement toute cette nouvelle génération de personnes qui se reconvertissent et qui ont envie de créer leur entreprise. C'est un peu leur montrer les coulisses, ce qui va les attendre, puisque c'est un nouveau monde hein, quand on a été salarié et qu'on crée sa boîte, comme on dit. Et voilà, il y a des nouveaux codes, des nouveaux repères. Et on a conçu ce livre à la fois comme un guide pratique avec des exercices et aussi des témoignages pour accompagner ce passage. Très bien. Alors justement, en termes de témoignages, Gaëlle, est-ce que tu peux nous raconter, comment t'es venue toi l'envie de créer Olibi? Alors moi, j'ai créé Olibi il y a 5 ans et avant ça, j'ai travaillé 10 ans chez Philips, d'abord plusieurs années aux Pays-Bas et ensuite en France, et j'ai mené chez Philips plusieurs projets d'intrapreneuriat, donc d'entrepreneuriat mais au sein de l'entreprise.
Très bien. Et ça m'a donné envie de sauter le pas parce que Philips est une boîte super dans laquelle j'ai été très heureuse, mais qui est aussi très top-down. C'est une boîte néerlandaise, donc il y a beaucoup de choses qui sont décidées par le siège aux Pays-Bas et qui sont cascadées sur les pays, et on n'a pas forcément beaucoup de marge de manœuvre. Et quand j'ai mené mes projets d'intrapreneuriat, qui étaient des projets plus locaux, j'ai découvert ce que c'était de pouvoir prendre des décisions beaucoup plus rapides, sans consulter 15 personnes systématiquement et faire 30 BP. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser comme ça à l'entrepreneuriat et à faire pas mal de conférences, à m'intéresser à cet écosystème que je ne connaissais pas du tout. Et un jour, je suis sortie d'une conférence en me sentant tellement vivante et tellement enthousiaste que je me suis dit, bon, il me reste encore plus de 30 ans à bosser et je ne peux pas ne pas ressentir ça plus souvent dans mon quotidien. Et ça m'a décidé à sauter le pas, à négocier moi aussi une rupture conventionnelle, ce qui aide énormément à sauter le pas, hein, c'est indéniable, et à créer Olibi. Et contrairement à Marjorie, moi je me suis posé moins de questions, et c'est plus dans mon fonctionnement. J'ai sauté le pas tout de suite. Et pourquoi le yoga? C'est parce que je m'étais dit, ok, entrepreneur, je ne connais pas grand-chose, mais je suppose qu'il va y avoir beaucoup de boulot et beaucoup d'investissement personnel, et je veux que ce soit dans un domaine qui m'intéresse et qui a un impact positif sur la vie des gens, d'où le yoga, le sport et le bien-être de façon plus générale. Très bien. Et alors du coup, aujourd'hui, ça fait donc 7 ans et 5 ans chacune. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous fait kiffer dans votre travail au quotidien en tant qu'entrepreneuse, chef d'entreprise? Alors moi, très rapidement, quand j'ai créé Olibi, parce que j'avais deux envies. J'avais envie de rencontrer des gens inspirants au quotidien. Et deuxièmement, j'avais envie d'apprendre plein de trucs. Et aujourd'hui, le contrat est rempli, j'apprends tous les jours. Je rencontre plein de gens top, comme aujourd'hui par exemple. Et en plus, moi, ce qui me fait vraiment vibrer, ce qui me fait me lever le matin, c'est mon équipe. Mmh. C'est vraiment de me dire que je vais retrouver mon équipe, qu'on va travailler ensemble. Et cet engagement est vraiment ce qui pour moi est central, ce qui est central dans mon quotidien, et c'est ce qui fonctionne. En plus, c'est ce qu'on a vu en mars, quand on a été confinés la première fois et qu'on s'est retrouvés sans business du jour au lendemain, parce que nous, on n'organisait que des cours en présentiel, donc dans des lieux physiques, donc du jour au lendemain, tous les lieux physiques fermés, etc. Et quand en 48 heures, en un week-end, on s'est mobilisé, on s'est serré les coudes, et on a transformé toute notre activité en digital. Et c'est là aussi on voit la force de l'équipe. Et moi, clairement, c'est ce qui me porte tous les jours. Ouais, ce collectif. Très bien. Marjorie? Moi, ce qui me fait plaisir tous les jours, c'est déjà le fait que chaque jour va être différent. Cette stimulation intellectuelle qui était importante pour moi, c'est ce que tu disais Gaëlle aussi, hein, apprendre tous les jours. Quand on est entrepreneur, c'est aussi un apprentissage pour du plaisir, mais aussi parfois pour résoudre des problèmes, des défis, des obstacles. Et en fait, pour moi, c'est très stimulant. Et il y a aussi une autre facette importante, c'est que dans mon précédent métier, je n'avais pas la sensation de faire quelque chose qui était réellement utile. Mmh. Certes, j'organisais des campagnes de publicité et c'est peut-être très utile pour certaines personnes. Pour moi, ça n'avait pas de sens. Et aujourd'hui, très concrètement, les personnes qu'on accompagne à retrouver du plaisir, à retrouver l'envie d'aller travailler, parce que je trouve que la valeur travail est une valeur très importante. Mmh. On passe énormément de temps dans notre vie à travailler et on vit une époque où on ne peut plus, à mon sens, mettre de côté nos valeurs, Mmh. le bien de la planète ou autre. Donc, participer à cette redéfinition du travail est vraiment quelque chose qui continue de m'animer. Ça ne se tarit pas de jour en jour. Au contraire, ça croît. Donc, il y a vraiment aussi ce sens du concret, de ce qu'on fait au quotidien pour les personnes que l'on sert, qui est tangible. Ouais, je sens. Marjorie a raison, si je peux rebondir, sur la première partie de la réponse et sur faire des choses différentes et apprendre. C'est vrai, moi, j'ai pu la semaine dernière, je me suis dit que je faisais autant aller racheter du PQ que préparer un tournage pour France 2 et en même temps regarder les comptes de l'année 2020. Enfin, c'est hyper diversifié. Après, il ne faut pas non plus, c'est loin d'être une sinécure, hein. Je pense qu'il ne faut pas non plus
montrer que le bon côté des choses. Il y a aussi, c'est extrêmement dur d'être entrepreneur, mais c'est sûr que du point de vue de la diversité de ce qu'on fait et des apprentissages, c'est extrêmement riche. Oui, ouais, tout à fait. Non, non, il y a plusieurs casquettes, sous le je dirais sous le rôle de chef d'entreprise ou de il y a plusieurs casquettes derrière, plusieurs rôles et les semaines se ressemblent pas, ce qui est appréciable en effet. Gaëlle, tu parlais des difficultés, quelles sont les difficultés ou les obstacles que vous avez chacune pu rencontrer pendant ces années d'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui a été, peut-être le plus difficile? Moi, ce que je trouve le plus difficile, c'est c'est d'y penser, enfin, c'est d'être connecté. Et si ce n'est connecté avec des outils, connecté dans ma tête à ma boîte quasiment non-stop. Ça, je trouve ça hyper difficile. Je trouve ça difficile d'appuyer sur off, en fait. Pourtant, j'essaye vraiment de le faire parce que je pense que c'est sain, c'est indispensable et il faut des vrais moments de récupération et où on fait autre chose que travailler ou penser à son travail. Mmh mh. Parce que pour moi, c'est aussi important et je pense que c'est une façon pour moi d'absorber le stress et de prendre de la distance et de considérer ma boîte. Tout le monde me dit toujours: «Ah, Olibi, c'est ton bébé» et je réponds systématiquement: «Non, Olibi, c'est pas mon bébé» parce qu'un bébé, si ça meurt, c'est dramatique. Si Olibi meurt, ah, c'est sûr que je serais très frustrée et triste, mais c'est pas dramatique. Mmh mh. Mmh. Et pourtant, Dieu sait si j'y investis du temps et de l'énergie, hein, c'est l'essentiel de mes journées et de mes semaines. Mais ça reste une boîte. Bon, après, plus les années passent, plus je trouve qu'on arrive à prendre de la distance et à arrêter d'y penser quand même de temps en temps, etc. Mais pour moi, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Oui, oui. Donc on a Laetitia qui, te propose de t'envoyer un puzzle pour, décrocher, déconnecter le soir et le week-end. Bah, c'est sympa, Laetitia, je pense que ça me ferait beaucoup de bien de Nouvelle me concentrer activité. sur autre chose. Ouais. Et du coup, Marjorie, toi, ce serait quoi la difficulté ou l'obstacle principal? Moi, je trouve que ce qui est difficile, c'est aussi ce qui est excitant, mais c'est l'autre revers de la médaille. C'est le fait, alors non pas d'appuyer sur off, parce que moi, j'arrive à couper les réseaux sociaux, à couper l'ordinateur, mais ça serait plutôt d'arrêter d'y penser, Mmh. même quand on ne travaille pas, parce que c'est tellement excitant, surtout quand on est à la tête de l'entreprise. Mmh. Il y a beaucoup de créativité, on pense à une nouvelle offre, on pense à un nouveau produit. Et donc, il y a toujours, en tous les cas personnellement, il y a toujours un coin de moi, même parfois je vais dormir et j'ai pas envie forcément d'y penser, mais il y a une idée qui m'arrive et Mmh. je ne peux pas arrêter cette idée. Ouais. Donc je dirais que c'est ça qui est assez difficile, peut-être pas le plus difficile, mais c'est assez difficile. Et il y a un autre point qui est difficile pour moi, qui est la technique. Mmh Moi, mh. c'est ma zone d'incompétence, hein. On parle des zones de génie. Moi, ma zone d'incompétence, c'est la technique. Ça ne m'a pas empêché d'avoir une entreprise qui est en ligne depuis Oui. 2013. Mais c'est vrai que c'est un aspect qui est pas du tout naturel pour moi. Alors, j'essaie de déléguer au maximum, mais quand quelque chose ne marche pas techniquement, je me sens très vite désemparée. Oui, oui, oui. Ah, c'est intéressant. Ah. Alors, on a parmi les personnes qui nous regardent, beaucoup de gens qui veulent se lancer, qui hésitent, qui sont en reconversion ou au chômage, qui se posent la question de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui, selon vous, enfin, qu'est-ce qui doit faire qu'on se dit que c'est pour soi ou qu'il faut y aller? Quel serait votre conseil pour les personnes qui hésitent, qui sont un petit peu en flottement en se disant: est-ce que je vais me lancer ou pas?» Moi, je leur dirais pourquoi est-ce qu'ils ne se lanceraient pas? C'est quoi le risque? Parce qu'en vrai, alors ça dépend des circonstances évidemment, mais souvent, moi, quand j'ai une décision un peu difficile à prendre, je me dis: «OK, au pire du pire du pire, Mmh. qu'est-ce qui va arriver?» Mmh. Et quand je me suis lancée dans Olibi, alors certes, j'avais le chômage, hein, donc ce matelas financier est important, je ne le nie pas. Mais souvent, les gens me disaient: «Ah là là, qu'est-ce que tu es courageuse de lâcher», parce que j'avais quand même un super job chez Philips, et cetera, pas mal de perspectives. Et je dis: «Bah non, je ne suis pas très courageuse parce que qu'est-ce qui pouvait se passer au pire du pire du pire? Bon, bah, ma boîte ne marchait pas, bon, bah, je retrouvais un job». Mmh. Ouais. Voilà, c'était le pire qui pouvait se passer. Que Mmh mon mh. ego en prenne un coup éventuellement, que j'ai travaillé pour rien pour monter la boîte, mais il pouvait Et rien se encore, passer on de apprend pire des que choses. ça. Mmh. Et en Ouais. plus, on apprend plein de trucs, Mmh. donc c'était pas du temps perdu. Mmh. Donc moi, je dis, enfin, faut se poser la Oui. question de qu'est-ce qui peut arriver, quoi. Et Ouais. souvent, Ouais. il peut pas se passer grand-chose. Ouais, ouais, c'est une bonne Et question, que si d'inverser la donne. Mmh. on n'essaye pas, en fait, on ne sait Mmh. pas. Et Ouais, peut-être que ouais. c'est pas fait pour certaines personnes, et c'est OK, Mmh hein, mh. tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, et heureusement.
parce qu'il faut aussi des gens qui viennent travailler dans des entreprises. Mais voilà, faut se lancer. Ah ouais. Marjorie? Effectivement, on a souvent tendance à occulter notre capacité à rebondir si quelque chose ne se passe pas comme prévu. Mais on a déjà rebondi plein de fois en étant aux études, pour trouver nos premiers postes, pour intégrer les prises de poste. Donc, il ne faut pas envisager le changement, quel qu'il soit, comme quelque chose qui est irréversible. On peut faire une expérience, se rendre compte qu'elle ne va pas nous satisfaire, quelle qu'en soit la raison, et pouvoir continuer d'avancer malgré tout. Donc, pour répondre à la question, pourquoi se lancer? J'hésite, je ne suis pas sûre. Je trouve qu'il est important de revenir à soi et de réécouter quelles sont les réelles motivations. Gaëlle disait, je suis sortie d'une conférence et je me suis dit, ah, mais je veux continuer à vivre ça le plus possible. Donc, on sent bien qu'il y avait un moteur, un élan intérieur qui était pour aller vers plus de joie, plus d'enthousiasme. Et ça, c'est à écouter. S'il y a quelque chose de cet ordre dans l'envie d'entreprendre, je trouve que c'est un facteur nécessaire. En tous les cas, il n'est peut-être pas suffisant, mais il est nécessaire pour continuer la réflexion et peut-être y aller. En revanche, si le moteur interne, c'est j'ai perdu mon job, je veux faire les horaires que je veux et j'en ai marre des patrons, là, ce sera peut-être pas suffisant et ce sera peut-être pas le bon moteur à aller chercher. Oui, il y a je dirais l'aspect fuite. Faut pas que ce soit que pour fuir quelque chose, mais faut qu'il y ait aussi. Surtout pas pour fuir quoi que ce soit, parce que sinon le problème va vous rattraper beaucoup plus tôt que prévu et beaucoup plus gros que prévu si vous ne l'avez pas regardé suffisamment. Et puis c'est vrai que le truc de la liberté je vais être libre. Alors certes, vous pouvez aller à la pharmacie à 11h, personne ne va vous empêcher de le faire. En revanche, c'est pas du tout la liberté d'être entrepreneur, hein. C'est un asservissement quasiment H24. Parce que, comme on le disait, on y pense tout le temps, etc. etc. Donc, certes, il y a une certaine liberté, mais il y a aussi beaucoup le revers de la médaille. Ah oui, je pense qu'il y a la liberté qu'on peut se donner en termes d'horaire, de manière de travailler, de fonctionnement, où si on arrive à sortir du schéma classique salarié, justement, on a, je trouve, des belles opportunités. Mais en même temps, tu as tout à fait raison, il y a, il y a toute l'entreprise à gérer et ça ne vous quitte pas en sortant, en fermant la porte du bureau à 18h, c'est ça, on est d'accord. Non, et en plus, oui, ces horaires, on peut les aménager, mais quand on a une équipe, l'aménagement, il a ses limites aussi, hein, parce que les équipes, elles bossent sur des horaires normaux, donc on ne peut pas bosser de 17h à 2h du mat si c'est nous, ce qui nous convient. Oui, tout à fait. Oui. Alors, il y a une étude qui est sortie qui était très intéressante sur la création d'entreprises l'année dernière. On voit que les chiffres ont augmenté par rapport à 2019. Donc, il y a plus de personnes qui ont créé leur entreprise paradoxalement pendant la crise, pendant le confinement, pendant l'année un peu chaotique qui a été 2020. Est-ce que ça vous surprend ces chiffres-là ou que la crise soit aussi l'opportunité peut-être de créer de nouvelles choses vous surprend pas trop? Moi, je ne suis pas tellement surprise parce qu'on sait qu'à chaque crise qu'il y a dans l'histoire, il y a des opportunités qui naissent avec. Ça s'est vérifié à chaque fois. En revanche, là, on n'a pas de recul, on est à court terme. Même quand il n'y a pas de crise, on sait que par rapport aux entreprises qui se créent et au taux de survie, combien d'entreprises sont encore en place 2 ans après, 5 ans, 7 ans, on sait que ce taux est réduit drastiquement, à peu près de moitié dans les 5 premières années de vie, ce qui veut dire qu'une entreprise sur 2 qui se crée ne va pas passer les 5 ans, et ça c'est tout le temps. Donc je serais curieuse de voir quels seront les chiffres pour justement la cohorte de nouvelles entreprises qui s'est créée en 2020, parce qu'il est possible que parmi toutes ces créations, il y ait aussi un effet d'une bulle, parce que les gens n'avaient pas le choix finalement. Ils ont dû quitter leur entreprise ou bien ils ont été mis en chômage partiel. Et plutôt que de ne rien faire, ils ont essayé de faire quelque chose. Donc voilà, moi je suis plutôt pas surprise, mais vigilante sur la réalité de ces créations. Rendez-vous dans 2-3 ans pour voir combien seront encore là et fonctionneront encore. Et du coup, Gaëlle, qu'est-ce que tu en penses, toi, du coup, de ces... Marjorie a très bien répondu, donc j'ai rien de mieux à dire, donc je ne dirai rien. En revanche, j'ajouterais juste que, effectivement, vu le taux d'échec des entreprises, de l'importance de l'accompagnement, en fait, d'être accompagné quand on crée son entreprise.
il y a plein de moyens différents. Nous, on a été accompagnés par des incubateurs, par le réseau Entreprendre Paris, moi, j'avais actionné pas mal de mécanismes comme ça parce que il y a plein de trucs que je ne sais pas faire. D'ailleurs, je ne sais pas faire la majorité des choses. Je n'ai pas la science infuse et je ne me suis jamais dit que je l'avais. Donc, c'était hyper important pour moi que je sois accompagnée et qu'Olibi soit accompagnée pour grandir et avoir des gens vers qui me tourner quand j'avais des questions, des gens qui allaient me donner des conseils, me mentorer, m'accompagner et m'éviter certains écueils, même si tous Bien les sûr. écueils ne sont pas évitables. Et c'est bien d'ailleurs parce qu'on apprend aussi en se trompant. Oui, oui. Mais, Et du coup, oui, on nous demande les types d'accompagnement. Alors, je pense qu'il y a plusieurs possibilités. Il y a les accompagnements dont tu parles, type incubateur. Donc, en l'occurrence, Olivier était chez Paris Pionnière, qui s'appelle Willa aujourd'hui, entre autres. Il y a Réseau Entreprendre aussi à Ouais. Paris, qui est intéressant. Allez voir du côté des incubateurs, ça peut être selon aussi votre domaine d'activité. Il peut y avoir des choses assez pointues, spécialisées. Et après, il y a des accompagnements. Marjorie t'accompagne, par exemple, des jeunes entrepreneurs qui démarrent aussi. Donc, du coup, je dirais qu'il y a plusieurs solutions selon les besoins que vous avez peut-être Il aussi. y a une variété, hein. C'est vrai que l'offre d'accompagnement, on a cette chance en France, l'offre d'accompagnement à l'entrepreneuriat est très diversifiée, très riche. On y a d'ailleurs consacré tout un chapitre dans le livre 180 degrés reconversion, à tel point, je rejoins Gaëlle, c'est essentiel pour se donner le maximum de chances justement de passer les étapes et passer la phase de démarrage. Le type d'accompagnement que vous allez chercher, moi ce serait ma recommandation, va vraiment dépendre à la fois de votre projet. Sur des projets de type start-up, c'est génial d'être en incubateur, en pépinière, dans des structures qui vont comprendre le modèle économique et le type d'activité. Les structures plus classiques et conventionnelles comme les chambres de commerce et d'industrie ou d'artisanat ne vont pas être indiquées. Le projet est trop novateur, on est dans d'autres modèles, donc je ne l'encouragerai pas. De même, si on est freelance, si on se lance en tant que freelance, webmaster, consultant et autres, je ne conseillerais pas non plus ni incubateur qui va être une autre échelle, ni chambre de commerce et d'industrie. Allez plutôt chercher des coachs comme je peux le faire ou des programmes d'accompagnement en groupe comme je les propose ou d'autres de mes collègues parce que nous, on connaît ce modèle économique, on connaît… c'est ce qui est important. Choisissez l'accompagnement qui va aussi connaître votre type de projet et ses spécificités. Et puis, il y a aussi le feeling qui va se passer avec la personne qui vous accompagne, parce que là aussi, c'est fondamental. La personne va vous suivre pendant plusieurs mois. Donc, c'est aussi un autre élément pour trouver ce qui vous convient. Et on nous demande aussi des clubs d'entrepreneurs au féminin. Alors, il y a Bouge ta boîte qui est connu. Il y en a aussi des locaux, des régionaux. Et je dirais qu'il y a aussi selon les secteurs d'activité, mais il y en a pas mal du coup. Et aujourd'hui, avec beaucoup de choses en ligne. Et alors, il y a beaucoup de questions sur quand on démarre, quels seraient vos conseils vraiment quand on lance les premiers mois de son activité. Du coup, quels seraient vos conseils et quelles sont les étapes un peu clés au début, selon vous? Alors moi, au début, je conseille de rencontrer beaucoup de gens pour parler de son projet. On a souvent le fantasme de ah non, je ne te parle pas de mon projet parce que j'ai trop peur que tu le copies. Bon, ça, c'est un fantasme, mais au contraire, il faut faire exactement l'inverse parce que déjà, oui, il y a peut-être des gens qui vont vous dire ah ouais, j'ai eu la même idée, sauf qu'entre avoir l'idée et l'exécuter, déjà, il y a un fossé énorme. Et en plus, le fait de raconter son idée, d'en parler à plein de gens différents va permettre de la nourrir, de l'affiner, d'avoir du feedback qu'on ne prend pas. Hein. D'ailleurs, les gens n'ont pas toujours raison, mais c'est quand même toujours du feedback intéressant à entendre. Et moi, au début, j'ai rencontré énormément de gens et tous les gens que je rencontrais me disaient tu devrais rencontrer telle personne. Donc, et après, je rencontrais tous les gens qu'on me disait de rencontrer. Donc, j'ai passé plusieurs mois à prendre pas mal de café avec plein de gens différents. Et ça m'a beaucoup aidé. Et ça m'a aidé aussi à commencer à constituer mon réseau. Et deuxième chose, ce que je conseille, c'est aussi de tester son idée le plus vite possible. Nous, au départ, au Libye, c'était des cours de yoga entre voisins. Donc, avant même de créer la boîte, avant d'avoir quoi que ce soit, j'ai juste appelé mes copines
en leur disant: «Est-ce que je peux organiser un cours de yoga chez toi?» Et on rameute 3-4 copines, mais juste pour tester et en faisant payer. Donc, en voyant si les gens voulaient payer. Et après le cours, on faisait un apéro pour avoir du feedback, avoir le ressenti. Mais ça m'a appris à comment est-ce qu'on recrute un prof, quel est le frein, est-ce que si on donne des tapis ou est-ce qu'on n'apporte pas de tapis, est-ce que c'est un problème pour les gens? Et du coup, on réalise que certains problèmes qu'on imaginait ne sont pas vraiment des problèmes. Alors qu'en revanche, voilà, des choses qu'on n'avait pas imaginées surgissent. Donc, pour moi, de rencontrer des gens, de commencer à constituer son réseau et de surtout tester, de mettre son idée en application très rapidement, sans aucun outil. Hein. On a besoin de rien, on n'a pas besoin d'argent en général, sauf si c'est un projet très tech, évidemment. Mais ça permet de tester les choses. Ouais, ouais, ouais. Non, tout à fait. D'ajuster et de ne pas attendre que tout soit parfait ou à l'inverse, de tester vraiment par rapport aux clients, aux clientes. Ouais, 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 tout à fait. Marjorie? Je rejoins Gaëlle. Ce qui est parfois difficile à comprendre pour des porteurs de projets que je peux accompagner, c'est de comprendre qu'en fait, vous allez devoir faire à l'envers de ce que vous auriez pensé si vous étiez en entreprise. Oui. Parce que là, il ne s'agit pas d'avoir le logo qui va bien, il ne s'agit pas d'avoir le site internet qui va bien. Ça sera pour après, peut-être au bout de 6 mois, 1 an, quand vous aurez vraiment validé votre produit, validé votre cible. Donc, à l'inverse, par quoi commencer? Le prototypage, ce dont parlait Gaëlle. Votre produit ne sera pas parfait, votre service ne sera pas parfait, on s'en fiche. En revanche, plus vous allez le tester rapidement, plus vous allez pouvoir l'améliorer. Donc ça, c'est vraiment le prototypage, je rejoins Gaëlle. Et puis moi, mon deuxième conseil, je ne sais pas si c'est une étape parce qu'on n'est pas dans un processus linéaire, il faut aussi comprendre ça, on va fonctionner par itération, rien ne sera prêt et parfait avant de passer à la deuxième étape. Donc il y a vraiment une gymnastique d'arrêter de viser la perfection, mais commencer à communiquer. Moi, ce serait vraiment un conseil. Si vous aimez écrire, ouvrez un blog ou une page sur un des réseaux sociaux existants sur lequel se trouve votre cible et communiquer, alors pas dans tous les sens, avec une ligne éditoriale, en partageant l'envie de ce que vous êtes en train de créer et constituer votre communauté pour que le jour où vous allez commencer à vendre, il y ait déjà des personnes autour de vous. Donc surtout pas la carte de visite, on s'en fiche. À nouveau, hein, le logo, on s'en fiche. Le site internet qui va bien aussi. Aujourd'hui, on a la chance qu'avec juste une page de réseau social, un mail, un PayPal ou un Stripe, vous pouvez déjà y aller. Donc ça, je sais que les personnes n'arrivent pas à concevoir ça, les porteurs de projets, quand je leur en parle, mais c'est vraiment ce qu'il faut commencer à faire. Commencer petit et pas à pas, et améliorer en continu. Ouais, ouais, ouais. Non, non, moi je le vois, j'aime bien l'idée de commencer petit. Pour My Happy Job, moi, le départ, par exemple, c'était de lancer le site et de voir comment c'était accueilli, comment ça prenait sur les réseaux sociaux au fur et à mesure, et chaque année de rajouter une brique au projet autour de ce site. Donc c'est intéressant, c'est rassurant aussi pour se lancer au début, de se dire, voilà, on démarre pas forcément avec la grosse machine directe, et en même temps, ça permet de grandir au fur et à mesure, d'ajuster, de voir ce qui prend, ce qu'on va développer. Donc du coup, c'est très intéressant. Et on nous demande, est-ce que c'est possible tout ça, et notamment le prototypage en restant salarié? Oui, pourquoi pas passer à temps partiel, pourquoi pas, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui démarrent une activité en parallèle. C'est une organisation, c'est important que vous vous connaissiez bien vous, avec vos rythmes. Je vois aussi des projets qui en fait n'éclosent jamais parce que la personne reste salariée à plein ou à mi-temps, mais donc n'a pas assez de temps pour le développer à côté parce qu'elle n'a pas l'autodiscipline que ça peut requérir. Donc, il y a des personnes qui vont être stimulées par le fait qu'elles n'ont plus de filet de sécurité, qu'elles sont complètement à leur compte et ça va les aider à développer. D'autres personnes que ça va plutôt aider d'avoir la sécurité à côté. Donc ça, après, c'est à vous de vous connaître. Il n'y a plus de règles aujourd'hui. Vraiment, on a la chance de pouvoir tout faire et à la façon qui nous convient si on a trouvé celle qui est la bonne pour nous. Alors, Et petit sur le... Oui. Pardon. Vas-y, Elle. Sur le produit, je crois que c'est le cofondateur de LinkedIn qui disait que si on sort un produit et qu'il est parfait, c'est qu'on l'a sorti beaucoup trop tard. C'est qu'il, grosso modo, il faut sortir un produit dont on a... Non, il dit même qu'il faut sortir un produit dont on a honte. Donc, typiquement, un site, un blog, un truc... Ouais, c'est pas forcément parfait, mais en fait, ça suffit pour démarrer
et en plus, ce qu'on nous, on estime parfait, et peut-être pas ce que les clients estiment parfait. Donc, tout le temps qu'on aura passé, on devra de toute façon détricoter pour refaire parce que c'est pas ce que nos clients recherchent. Et de façon générale, l'entrepreneuriat est l'ennemi de la perfection. Donc, Ah, ça, c'est sûr. toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui et qui peuvent avoir ce trait de personnalité perfectionniste, avec toute l'angoisse sous-jacente qui va avec, c'est vraiment important de travailler là-dessus si vous voulez vous lancer, parce que ça pourra pas marcher, enfin, ça ne sera pas compatible avec l'agilité que nécessite le fait d'être à son compte, quel que soit le projet, quelle que soit la taille du projet. Ouais. Moi, je passe ma vie à dire à mes équipes qu'il ne faut jamais réinventer la roue si on n'est pas obligé de la réinventer et de faire du quick and dirty, quoi. Le plus possible, parce que c'est ce qui permet de le faire bien, évidemment, mais c'est ce qui permet d'avancer vite. Sinon, on perd des semaines et en fait, on n'a pas le temps. Ah ouais, tout à fait. Et alors, juste petit point technique, on nous demande c'est quoi Stripe? C'est un mode de paiement en ligne comme PayPal, voilà. Oui, c'est un logiciel qui vous permet d'accepter l'argent des clients. Voilà, qui est facile et du coup qui peut faire partie des outils utiles au départ. Quand on grandit, quels seraient vos conseils? Vous avez grandi, c'est ce que je trouvais aussi intéressant de vous avoir toutes les deux, avec des modèles différents. Donc du coup, Gaëlle, tu as des salariés, tu es en start-up. Du coup, Marjorie, tu étais au début solo entrepreneur et tu as grandi. Maintenant, tu as une équipe, mais pas de salariés comme Gaëlle. Comment chacune avez-vous un petit peu grandi? Racontez-nous tout ça, comment ça s'est fait dans les dernières années? Alors, moi, ça s'est fait par étapes. Effectivement, j'ai démarré seule et puis j'ai commencé à avoir une stagiaire à mi-temps d'abord, parce que de toute façon, je n'avais pas un sou, donc c'était à mi-temps. Et puis ensuite, j'ai une stagiaire à plein temps et j'ai une élève au Libye qui est venue me voir un jour en me disant « Moi, j'adore ce que tu fais, je veux te rejoindre. » Et je lui ai dit, elle s'appelle Marine et elle était au ministère de la Défense, donc vraiment rien à voir. Et je lui ai dit, bah, surtout pas, parce que tu te rends pas compte de ce que c'est et que j'ai rencontré beaucoup de gens, en fait, qui avaient beaucoup de velléités d'entrepreneuriat parce que le truc est complètement fantasmé les 3/4 du temps. Et que quand on met les mains dedans, bah, on se rend compte que c'est quand même pas évident. Mais elle a été tellement motivée qu'elle a fini par quitter son job et elle est rentrée comme freelance. Et le deal entre nous, c'était, écoute, quand j'ai les moyens de salarier, je te salarie. Donc, elle est restée en freelance pendant 6 mois avec un salaire de misère, ce qui montrait bien son… Mais de toute façon, moi, je ne me payais pas, j'avais vraiment pas un sou. Et puis, on a fait une petite levée de fonds, ce qui m'a permis d'embaucher mes premiers salariés. Et puis, on a grossi. Le business a grossi. On a optimisé plein de choses qui nous a permis de rester une petite équipe, de devenir rentable, de faire une plus grosse levée de fonds en juin dernier. Et là, d'embaucher plus massivement. Mais on a grandi petit à petit, parce que 5 ans pour en arriver là, ça peut sembler assez lent pour une start-up. Mais moi, c'était aussi mon rythme. J'ai aussi besoin de digérer les choses et de faire les choses comme j'en ai envie. C'est un peu la seule liberté de l'entrepreneur, c'est quand même de faire les choses comme il en a envie. Oui, et puis j'ai envie de dire dans l'ordre, c'est-à-dire que le business model est là, la levée de fonds est arrivée après, pas comme parfois on peut voir des startups qui ont 2 mois et qui lèvent je ne sais combien et qui ont 10 salariés d'un coup, mais qui, dans un an après, ne sont plus là. Donc, du coup, c'est aussi une manière je dirais, de grandir voilà, raisonnablement et durablement. Marjorie, du coup, toi, quel modèle tu as choisi? Alors, moi j'ai démarré, donc, comme tu le disais, toute seule, en mode freelance. Donc, c'était très souple, très léger, pas besoin d'investissement. Et j'ai pu démarrer comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est que d'année en année, surtout au début, je doublais mon chiffre d'affaires d'année en année jusqu'à passer voilà, une barrière de chiffre d'affaires que j'aurais même jamais imaginé atteindre à l'époque. Et en fait, pour moi, il y a 2 choses importantes à garder en tête dans ces modèles on va dire, de profession de service. Parce que, je répète, je ne vends pas de produits, donc je n'avais pas d'investissement, de stock à gérer et autres. On est sur un modèle particulier. Mais donc, selon moi, il y a 2 choses à regarder. Il y a à la fois ajuster le modèle économique chaque fois qu'on franchit les caps de croissance, parce que le modèle économique qui vous permet de démarrer ne va pas être le même que celui qui va vous permettre de passer 200, 500, 1 million de chiffres d'affaires.
Donc, chaque fois, valider les modèles économiques et donc revoir peut-être vos offres, vos produits, vos services. Et puis, en même temps, structurer, consolider en termes d'équipe notamment. Moi, j'ai commencé à avoir une assistante en freelance très tôt, quelques heures par semaine. Et puis après, comment je la prenais de plus en plus d'heures au fur et à mesure que je grandissais. Puis, elle est quasiment à temps plein maintenant. Puis, j'ai pris une autre. Donc, à chaque fois, je consolidais non pas le modèle économique, mais les procédures, les structures. Parce que moi, j'ai une vision du travail et donc pour ma société qui est de croître, mais sans travailler plus. Donc, à moi de trouver le moyen, mais je ne veux surtout pas travailler plus. C'est important dans le modèle de bien-être et d'épanouissement que je promeus et donc que je m'applique en premier. Et encore plus en tant que femme et maman, dans mon cas, j'ai eu ma fille après avoir lancé ma société. Donc, j'ai lancé ma société en étant sans enfant. Et puis après, j'ai eu ma fille. Et j'ai quand même tenu à m'arrêter 6 mois. On a aussi cette liberté. Donc, s'arrêter 6 mois de travailler, ça a été ma décision. Ça veut dire que j'ai travaillé qu'une moitié d'année. Et dans cette moitié d'année, j'avais fait le même chiffre d'affaires que l'année précédente à temps plein. C'est aussi une chance qu'on a avec ces modèles-là. On peut jouer avec les chiffres, avec le modèle économique, avec plein de choses pour pouvoir continuer à croître. Et aujourd'hui, pour ces caps de croissance, je ne veux toujours pas travailler le week-end, je veux prendre 1 mois de vacances l'été, 2 mois de vacances à Noël. Enfin, bref, je ne veux surtout pas travailler plus. Donc, c'est aussi, je trouve, important dans la structuration de l'entreprise de trouver l'équipe, les modèles économiques, les procédures et autres qui permettent cette qualité de vie, même si, comme le dit Gaëlle, on y pense tout le temps et on ne peut pas faire autrement. Ouais. Et on parlait de qualité de vie à l'instant. Gaëlle, qu'est-ce que tu fais toi en interne maintenant que tu as une équipe de 20 salariés, l'air de rien, en 5 ans? Qu'est-ce que tu fais en matière de bien-être au travail, de qualité de vie au travail pour ton équipe? Déjà, c'est quelque chose que je suis de très près et que j'essaye de mesurer. Donc, typiquement, tous les lundis après-midi, on a une réunion d'équipe. Et cette réunion d'équipe commence immuablement par ce qu'on appelle le mood du jour. Donc, comment est-ce que chacun se sent. Et tout le monde doit noter son mood. Parce qu'un ça va, ça peut être aussi bien un 7 qu'un 9. Et un 7 et un 9, c'est pas le même ça va en vrai. Et déjà, ça me permet de détecter pas mal de signaux faibles quand ça ne va pas, en fait, et de dénouer les choses très vite. Après, on a mis en place un certain nombre d'avantages, mais c'est venu assez tard, hein, et je pense que c'est pas ça le grand sujet, mais oui, on sponsorise le sport, les tickets resto, les trucs comme ça, des gâteaux, enfin voilà, chacun peut amener des gâteaux de temps en temps, etc. Mais c'est des choses plus, je dirais, plus intangibles et informelles, où quand j'ai mes points hebdo avec les gens de mon équipe, donc chaque semaine, pareil, je vais passer du temps à essayer de m'assurer qu'ils vont bien, ce qui ne veut pas dire que j'y passe 2 heures, ce qui ne veut pas dire que je les materne, mais je suis attentive au fait que chacun soit heureux de venir travailler, en fait. Et un lundi, quand j'ai eu mon directeur technique qui a dit moi, lundi, ça va super bien parce que je reviens travailler, franchement, quoi de mieux, quoi. Pour les 5 ans de Libye, ils m'ont fait une super surprise. Ils ont tourné, ils ont monté une vidéo de témoignage de quasiment tous les membres de l'équipe, un truc qui durait au moins 5 ou 6 minutes. Enfin, des témoignages extrêmement touchants de tout le monde. Et franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, en fait, j'ai gagné. Ça pourrait s'arrêter, en fait, j'ai gagné. Parce que pour moi, c'est, comme je disais au début, c'est aussi, je me lève pour l'équipe le matin, ou parce qu'il y a l'équipe ou grâce à l'équipe le matin. Et c'est ça qui, moi, me motive au quotidien. Et quand on parlait des financements, donc tu as fait une levée de fonds l'année dernière, donc du coup, année difficile. Est-ce que, alors il y a des chiffres qui montrent qu'il y a moins de femmes qui créent, notamment dans certains domaines un peu plus tech, de start-up, peut-être moins qui font de levée de fonds aussi. Du coup, pour toi, comment ça s'est passé concrètement, cette étape?
C'était long et c'était dur. Parce j'ai commencé à pitcher des fonds en décembre 2019 et j'avais eu 2 lettres. Donc en fait, comment ça se passe une levée de fonds? C'est on pitch des fonds d'investissement et puis ensuite, il y en a, 1 ou plusieurs qui vont proposer des lettres d'intention. Donc on va sélectionner la lettre d'intention qu'on veut avoir. Ensuite, il y a une phase d'audit et ensuite on signe un pacte. Donc moi, j'avais eu plusieurs lettres d'intention, donc au mois de février, janvier-février. Il y avait eu l'audit, donc j'ai signé une lettre d'intention, il y a eu l'audit et on était à 10 jours de signer le pacte quand il y a eu le premier confinement. Et là, le fonds me dit, on va mettre la levée en pause. Et là, ce jour-là, en fait, on n'a plus de business, on lève plus de fonds. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Et quelque part, en fait, quand on n'a pas le choix, on se débrouille. Hein. Et on s'est débrouillé et on s'en est hyper bien sorti, ce qui a fait que le fonds est revenu très vite en nous disant « Ok, on avance parce que vous avez super bien su réagir et que ça dénote une agilité et des performances futures qui font qu'on a vraiment envie d'avancer avec vous. » Très bien. Mais après, c'est sûr que moi, j'avais fait une sélection de fonds avec qui je voulais bosser. J'en ai pas pitché 40. J'avais sélectionné certains fonds en me disant je préfère en avoir peu, mais avoir un de ceux-là. Mais après, j'ai eu des moments très frustrants où, oui, je suis allée voir, les fonds d'investissement sont quand même aussi très masculins. Après, moi, j'ai jamais trouvé qu'être une femme était vraiment un handicap. Hein. Honnêtement, moi, j'ai jamais eu ce sujet ni chez Philips, ni tellement dans ma vie d'entrepreneur. Et ça m'est arrivé juste là, pendant que je levais des fonds. Oui, je suis allée voir quelques fonds d'investissement où j'ai rencontré des hommes. Et alors, il y en a eu plein de top. Et oui, il y en a eu certains qui m'ont regardée de façon très condescendante parce que je cumulais à la fois femme et yoga. Et qu'en général, la réflexion, c'était « Ah oui, ma femme fait du yoga ou ma femme fait du pilate. Je vais lui dire de regarder votre site. » Ouais, alors en vrai, c'est pas vraiment ça qui m'intéresse. Et j'étais frustrée de me dire mais en fait qu'est-ce qu'il faut que je démontre de plus que on a fait un x10 entre 2017 et 2019 en termes de chiffre d'affaires. On a explosé tous les compteurs, mais ça suffit pas en fait parce qu'on n'est pas du sport ou du foot, en tout cas quand c'était des fonds très spécialisés sport. Voilà. Mais après il y a plein de fonds super aussi et il y a plein d'hommes super et il y a plein de femmes super. Donc je ne veux pas stigmatiser. Très bien. Alors, je vais passer aux questions. On a une question qui rejoint aussi un peu ça par rapport à la période de crise. Comment gérer l'incertitude quand on est entrepreneur? Comment vous faites pour gérer quand on est salarié, on a sa fiche de paye tranquillement qui tombe tous les mois, entre guillemets. Moi, Comment ouais, c'est une question qui revient souvent et j'ai envie d'y répondre de cette façon-là. En fait, la vie est incertitude. C'est pas l'entrepreneuriat qui est incertitude, c'est la vie. La vie est impermanence. C'est pas parce qu'on a un CDI qu'on va pas le perdre, quelle qu'en soit la raison. Donc, pour moi, c'est la même donnée, c'est pas différent en tant qu'entrepreneur. C'est la même donnée, sauf que souvent, on ne le regarde pas et on croit à une sécurité qui est illusoire. Donc là, effectivement, ça demande de regarder la réalité en face, qui est que, parce que là, en fait, c'est d'argent au final hein, que l'on parle, cette incertitude. Là, en fait, il s'agit juste de renverser la façon d'envisager la vie, qui est je vais créer mon propre argent. Gaëlle, avec son équipe, va créer l'argent de la société. Fabienne, toi, avec ton média. Donc, c'est simplement ça, c'est une grande responsabilité, mais aussi une grande liberté, une grande créativité. Et c'est, en revanche, oui, ça va faire appel d'être capable de faire avec les émotions qui nous arrivent, qu'on a d'habitude tendance à mettre sous cloche, si on parle de la peur, de l'angoisse, de la colère, de la tristesse, de toute la panoplie des émotions. Là, simplement, on va se remettre à vivre. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'envisage. On va se remettre à vivre avec toutes les émotions qui sont là. Oui, ça demande de faire preuve parfois de self-control, mais parfois d'audace et voire même d'inconscience pour arriver à faire tout ça. Mais c'est retrouver une part de son pouvoir qu'on a souvent oublié quand on était salarié à vivre dans des modèles plus réglés. Oui.
Après, l'incertitude, ça peut être aussi, enfin moi, les premières années, j'ai vraiment eu l'impression d'être tout le temps sur des sables mouvants parce qu'autant chez Philips, il y avait beaucoup d'historique, donc on pouvait s'appuyer sur les 20 dernières années pour plein de choses et sur des gens qui étaient dans la boîte depuis très longtemps, qui avaient le savoir, l'historique, etc. Alors qu'au Libye, tout était neuf à construire. Et donc, oui, j'avais l'impression d'être en permanence sur des sables mouvants, en fait, parce que rien n'était stable. Donc, déjà, il faut quand même apprendre à vivre avec ça. Et deuxièmement, Marjorie a raison, l'incertitude fait partie de la vie, quoi qu'il en soit. Mais je dirais que quand on est entrepreneur, pour gérer aussi cette incertitude, il faut apprendre à faire confiance à son intuition. Et je dirais que l'intuition est très puissante et on l'a tous. Ce n'est pas une qualité que certains ont et d'autres pas. Je pense qu'on l'a absolument tous. C'est juste est-ce qu'on est disposé à l'écouter ou pas. Et souvent, en fait, on sait très bien au fond de nous s'il y a un truc qui ne va pas ou s'il y a un truc qui nous dit vas-y. En fait, on le sait. Et donc, il faut faire confiance à son intuition. Et moi, il y a des partenariats, des choses des gens avec qui je n'ai pas voulu travailler parce que intuitivement, J'allais pas le faire. ouais, je sentais qu'il y avait un truc. Et rationnellement, il n'y avait rien qui m'indiquait que mon intuition avait raison. Et à chaque fois que je suis allée contre mon intuition, parce que j'ai essayé d'être hyper rationnelle en me disant mais non, machin, je me suis plantée systématiquement. Je rejoins tout à fait. Expérience vécue pareil. Non, non, c'est très intéressant. Et après, face à l'incertitude, je pense que ouais, l'exemple de Gaël avec Olivier l'année dernière est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a le passage au confinement où votre activité s'arrête complètement à toute l'équipe. C'est l'action, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait derrière. Et vous avez mis en place le digital assez rapidement qui, en fait, pour vous, va être, je dirais, durable même après la période de crise. Donc, je dirais que face à cette incertitude-là ou des fois au coup dur, l'action plutôt que voilà, la rumination et de rester dans son coin, voilà, la stratégie des petits pas et se dire bah, qu'est-ce qu'on peut faire, voilà, et de se remettre dans une dynamique positive, ça peut aider aussi. Alors, on nous demande des choses différentes. Quelles sont les qualités, si vous deviez dire, allez, 2-3 qualités d'un bon entrepreneur, ce serait quoi? Alors moi, je parlerai de l'audace. Je pense que c'est vraiment une qualité importante. Et pour contrebalancer cette flamme de l'audace, quelque chose de l'ordre de la persévérance ou qui lâche pas, quoi. Ça passe pas par la porte, on va prendre la fenêtre. La levée de fonds est annulée, on va trouver un autre moyen, même si on ne sait pas encore lequel il est. Ouais. Gaëlle? Moi, je dirais l'énergie. Il faut de l'énergie, mais ce qui rejoint un peu l'audace aussi. Mais il faut quand même une sacrée dose d'énergie, hein, parce qu'en fait, on est la locomotive tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, on n'a pas un boss. Moi, au début de Libye, de temps en temps, je me levais le matin en me disant oh, mais je rêverais que j'ai avoir un boss qui me dise bah, aujourd'hui, tu vas faire ça. C'est tout. Ouais. Ou de ne pas avoir à décider de ce que je devais faire. Ouais. Bon, maintenant, j'en rêve plus parce que je supporterai plus, je pense, d'avoir un boss, mais oui, une boss. Mais donc, c'est l'énergie et effectivement de la ténacité. C'est en fait, il faut jamais rien lâcher. Jamais rien lâcher. Et si ça rentre pas par la fenêtre, on passe par autre chose, quoi, par une autre fenêtre. Et si ça rentre pas par la troisième, on essaye la quatrième. Et s'il faut, bah, on pète un carreau, en fait. Ouais. C'est une bonne image. Souvenons-nous qu'en cas de coup dur, le carreau. On a une question un peu plus technique. On nous demande quand est-ce que, par exemple, vous avez déposé le nom de la marque, etc. Quand est-ce que tout ça intervient, le côté un peu plus légal? Bon, hyper vite, enfin, quand vous voulez, je sais pas, c'est pas Ah, vraiment un sujet, mais dès que vous commencez à communiquer un peu sur la marque, etc. De toute façon, déposer un nom de marque, c'est pas hyper compliqué, c'est pas très cher. Donc, je dirais, il faut le faire le plus vite possible. Oui, tout à fait. Et alors, on nous demande aussi comment est-ce que vous arrivez à concilier vie pro, vie perso? Alors, je sais que Marjorie, c'est important pour toi, tu nous le disais justement, qu'il n'y ait pas que le travail. Quels seraient tes conseils quand on est entrepreneur pour réussir à ne pas faire que boulot, boulot, boulot? Déjà, c'est important d'être au clair avec les tâches qu'on a à faire pour son travail. Donc, avant même de penser à la conciliation vie pro, vie perso, il faut qu'il y ait une vision claire, selon moi, des objectifs qu'on a sur les 3 mois à venir, par exemple, parce que ces objectifs vont définir nos priorités en termes de travail. Donc, c'est arriver à distinguer l'essentiel de l'accessoire. Et quand on arrive à faire ça dans le travail, eh ben,
Moi, je suis plutôt organisée de nature, donc peut-être ça me paraît facile, mais voilà, j'ai un planning au mois, j'ai un planning à la semaine. Alors ce planning, en vrai, il bouge, hein. Il est là, mais il y a des imprévus, il y a des opportunités, donc c'est pas pour qu'il soit figé, mais c'est pour qu'il me donne le cap. Ça peut m'arriver de reprendre l'ordinateur le soir quand ma fille est couchée si j'ai pas fini quelque chose, mais c'est vraiment cette clarté qui va faire que de toute façon, quand c'est 5h30, bim, c'est fermé et c'est family time. Sur mon téléphone, j'ai pas mes mails pro, j'ai pas fait la synchronisation, ça n'arrive pas sur mon téléphone. J'ai pas tous les réseaux sociaux sur mon téléphone, donc c'est un peu des garde-fous que je me suis mise pour pas être envahie. Et puis, j'éteins avec le bouton éteindre de mon ordinateur en fin de journée. Je ne ferme pas juste le capot pour le laisser en veille. Je n'ai pas mis de son de notification. Il n'y a pas de notification sur mon ordinateur. Donc voilà, c'est des stratagèmes en ayant mes priorités qui sont absolument claires. Gaëlle, comment tu fais toi du coup? Alors moi aussi, une fois que alors ça peut m'arriver de bosser tard, mais une fois que moi, mon stratagème, c'est que je bosse tant que j'ai besoin de bosser. Une fois que je m'arrête, je m'arrête. Je ne reprends pas après, plus tard, ou c'est très, très rare. Je bosse très, très, très rarement le week-end, voire jamais. Alors moi, j'ai mes mails pro sur mon téléphone. Ça, j'y suis pas arrivée de ne pas les avoir, mais je pense que c'est un super stratagème de ne pas les avoir. Moi, je fais du sport et pour le coup, sur le sport, j'ai des moments qui sont calés dans mon agenda et c'est vraiment un rendez-vous et c'est quasiment immuable. Même si on me demande de faire un truc, je dis non. Sauf si c'est vraiment exceptionnel, mais je dis non. Voilà, après, moi, je pense que je peux m'améliorer là-dessus, mais un de mes trucs, et c'est rigolo parce que mes parents nous écoutent là, et je pense qu'ils en ont plus appris sur Olibi et mon travail depuis quasiment 1 heure qu'en 5 ans, parce qu'ils se plaignent toujours que je dis jamais rien, mais parce que Ben voilà, c'était l'occasion. le soir et le week-end, en fait, mais j'ai juste envie de penser à autre chose, quoi. Je bouffe au Libye 12 heures par 10 ou 12 heures par jour quand je fais un dîner, quand je suis chez moi, quand je suis en famille. En fait, j'ai juste envie de parler d'autre chose, quoi. Donc, mais même mes copains, quand mes potes, quand ils me disent alors au Libye, en général, ils ont un laconique, ils me disent ça va, ils ont un laconique, ouais, ça va. Et je passe à autre chose, quoi. Parce que... Mais surtout si, pardon Gaëlle, je me permets de rebondir, mais je me vois avec certains amis de mon entourage, j'allais même ajouter, surtout s'ils ne sont pas entrepreneurs, Ouais. on a juste envie de parler d'autre chose parce que je trouve aussi compliqué peut-être parfois si on est avec un entourage qui sait pas ce que c'est, ces histoires internes qui prennent beaucoup de place pour nous. Et je trouve que c'est plus facile de les partager avec des personnes qui sont entrepreneurs parce qu'on ne va pas devoir expliquer ce dont on est en train de parler. Et c'est vrai que pour moi, il n'y a rien de meilleur quand je redescends chez moi dans le sud en famille. On va juste faire des trucs normaux, manger dehors, enfin des choses qui aussi vont permettre de nous ressourcer, nous, en tant que chef d'entreprise. Oui, tout à fait, et surtout, ça peut être un écueil, la première année, de se dire, voilà, on est à fond dedans et on ne s'arrête pas, et non, on peut aussi s'épuiser en tant qu'entrepreneur, que dirigeant, donc ces temps de repos ne sont pas du temps perdu, hein, c'est du temps pour tenir sur la durée, donc c'est essentiel. Exactement. Un des meilleurs conseils qu'on m'ait donné, c'est au tout début, c'était que l'entrepreneuriat, c'est un marathon et c'est pas un sprint. Et qu'on est son meilleur atout, son meilleur asset. Donc, il faut faire hyper attention à prendre soin de soi. Tout à Parce fait. que si on n'est plus là pour driver, en fait, il ne se passe plus rien. On n'est pas des surhommes, on n'est pas des surfemmes, on est comme tout le monde, on a besoin de repos, on a besoin de couper, de se ressourcer. Et c'est un excellent conseil qu'on t'a donné, Gaëlle, parce qu'il n'y a pas de raison, même si on est en train de lancer son projet et qu'on n'a pas encore tous les clients et tous les revenus dont on a besoin, c'est pas une raison pour ne pas prendre de week-end et pour pas décrocher, bien au contraire. C'est parce qu'on a l'esprit tranquille et le corps en pleine vitalité
qu'on va pouvoir retrouver des idées quand on revient après le week-end, par exemple. Oui, tout à fait. Et il y a un conseil aussi que j'aimais bien d'Adrien Chignard, qui est un psychologue du travail et qui, quand on lui parle de conciliation des temps de vie, disait ben, c'est important de remplir l'après-travail le week-end. C'est-à-dire, tu parlais du sport, toi, Gaël, la vie de famille, c'est remplissez ces moments-là. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez envie de faire et de faire un petit peu la liste de vos envies sur la vie perso, familiale, loisirs. Bon, sortie, on est un peu plus limité en ce moment, certes, mais pour que du coup, ce temps-là, vous ayez envie de vous dire, bah, mon sport, c'est mon moment à moi et voilà, et ça peut être un autre loisir, ça peut être voilà, d'autres choses, mais que de ce moment-là, et ça vous permettra de couper plus facilement du travail si vous avez ça à côté. Voilà, donc c'est aussi intéressant voilà, de faire un petit peu la liste de qu'est-ce qui va vous ressourcer, qu'est-ce qui vous fera du bien aussi. Et ben, on a passé 1 heure super ensemble. Merci à toutes les deux. Je ne sais pas si vous Merci beaucoup. aviez chacune une actu à nous partager pour retrouver un petit peu Olibi et Dessine-moi une carrière. Qu'est-ce que vous aimeriez nous partager pour terminer? Dites-moi. Marjorie, tu veux te lancer? Alors oui, volontiers. J'ai 2 actus à partager. Donc en avant-première, la parution de mon prochain livre, Je deviens coach aux éditions Erol, au mois de mars, la mi-mars. Un ouvrage destiné aux futurs coachs pour leur expliquer comment trouver des clients. Très bien. Oh, bah, il y en a Première actu. En avant-première. Et deuxième actu, il y a peut-être des personnes qui nous écoutent là, qui sont porteurs de projets ou freelance et indépendants dans les premières années de leur activité. Et il y a la prochaine cohorte de mon accompagnement de groupe pour développer une activité de service qui commence prochainement. Donc voilà, si vous voulez la rejoindre, c'est ouvert. Une carrière. Très bien. Gaëlle? Et nous, Olibi, on a plus d'une centaine de cours de yoga, mais aussi de pilates, de boxe ou de fitness ou de méditation, de sophro chaque semaine en live et en replay. Et côté entreprise, on a toute une offre d'accompagnement des salariés, des collaborateurs qui, mine de rien, souffrent beaucoup aujourd'hui de ce télétravail un peu forcé et surtout qui dure. Donc voilà, toutes les infos sur le site de lydie.com. Et ben voilà, pour aussi réussir à concilier les temps de vie, on aura le yoga en ligne, et, qu'on soit en freelance ou en poste, du coup, c'est top. Je vous remercie sincèrement toutes les deux. Merci beaucoup, Fabienne. Le Merci, webinaire sera Marjorie. disponible en replay très bientôt. Merci à toutes les deux et puis à très bientôt et très bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.